And now we will start, À présent, and I will give the floor to Mark de Mesmaeker. la parole est à Mark de Mesmaeker pour notre première session. Merci. J'invite la ministre à prendre place à la tribune. And Ivana. Mr. Copeland. So as you have seen, Comme vous l'avez vu, nous avons trois orateurs de grand format qui vont nous rejoindre. Madame Hadja Labib, notre ministre des Affaires étrangères, Madame Ivana Klimpuch, présidente du comité d'intégration dans l'Union européenne du Parlement ukrainien, la Verkhovna Rada, et M. Gertjan Koopman, directeur général des négociations du voisinage et de l'élargissement de la Commission européenne. Je leur souhaite la bienvenue. Je commence par expliquer comment ce débat sera organisé. Nos intervenants feront connaître leur point de vue sur le sujet et dans l'intervalle, et en fait, vous pouvez d'ores et déjà demander à intervenir à la suite des interventions en suivant les instructions qui se trouvent à votre place. Rappelez-vous que pour demander la parole, il suffit de pousser une fois le bouton. À ce moment-là, la lumière sur votre micro passera au vert. Si vous poussez une deuxième fois, en fait, vous vous éliminez de la liste des intervenants. L'ordre des intervenants sera l'ordre des demandes d'intervention. Et l'ordre des intervenants apparaîtra sur l'écran. Et en fait, vous verrez le numéro du siège de l'intervenant s'annoncer. Donc, soyez bien assis à votre place. Vous pouvez aussi intervenir de votre place. Vous devrez vous limiter à 90 secondes, soit 1 minute et demie, de sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Et en effet, vous aurez un chronomètre apparaissant à l'écran. Mesdames et messieurs, Else, David et Stéphanie ont déjà donné une vue d'ensemble du contexte de ce débat dans leurs propos liminaires. Cela fait 10 ans depuis que la Russie a entamé son agression contre l'Ukraine. Elle a commencé en Crimée et dans le Donbass. Et cela fait 2 ans que la guerre a commencé. Nous ne sommes que trop familiers de ce conflit. Plusieurs collègues dans cette salle se sont déjà rendus en Ukraine la semaine dernière. Et à titre d'introduction, permettez quelques observations de ma part. Après 2 ans de guerre, franchement, un sentiment de lassitude est perceptible. Les Ukrainiens sont épuisés. Mais ils sont aussi résolus que jamais pour défendre leur nation contre l'agression russe. En fait, ils n'ont pas le choix. La situation est difficile, le combat est acharné et exacerbé par un manque de munitions et de systèmes de défense appropriés. Tout retard dans notre aide se traduit directement par des pertes de vie humaines, tant sur la ligne de front que dans les villes qui sont encore attaquées. Mais en fait, ils n'ont pas le choix, car ils savent ce que c'est que succomber au Russki Mir, le monde russe. Ces 2 dernières années, je me suis rendu à plusieurs reprises dans différentes régions, en ce compris celles qui ont été libérées. D'abord autour de Kiev, puis Kherson et Nikolaïev. La réalité du Russki Mir, voilà à quoi cela ressemble. Ce sont des tombes collectives pleines de civils
des salles de torture, des villages décimés, des écoles détruites, des hôpitaux et des commerces pillés, des mines semées un peu partout. Les personnes portent les cicatrices de la torture, du viol, de la persécution et du kidnapping de leurs enfants et des civils. C'est pourquoi ils sont tellement déterminés à défendre leur territoire. J'ai vu moi-même comment nos systèmes de défense aérienne ont fait la différence en sauvant de nombreuses vies, mais des drones, des missiles de croisière et des missiles hypersoniques parfois arrivent à pénétrer ces défenses et causent des dégâts abominables dans des zones civiles. En fait, la situation est sombre. Et en fait, le pari de Poutine est que sa patience viendra à bout de l'implication de l'Occident, puisque la Russie est davantage impliquée dans ce conflit que nous le sommes selon lui. Enfin, Poutine est prêt à sacrifier des milliers de soldats en plus sans hésiter, alors que nous avons bloqué 300 milliards d'actifs. Perdre cet argent aurait un impact très fort sur lui, surtout si c'était transféré à l'Ukraine, qu'il utiliserait pour contre-attaquer. Mais à présent, donnons la parole à Madame Hadja Labib, notre ministre des Affaires étrangères. Thank you, Mark de Meersmaker. Dear parliamentarians, ladies and gentlemen, dear all, just let me say first of all that I will speak both French and English, so you can maybe prepare your headset if you need translation. Even if we are here to discuss very important and urgent issues, I hope you will have, or you had the chance to visit this historic city of Bruges, the Venice of the North, as we said, with its cobblestone streets, canals, and swans. And talking about these swans, we can start maybe by plunging into a legend back in the 15th century, an anecdote that is particularly relevant as we discuss resilience and freedom. Legend has it that Maximilian of Austria, who once ruled this city, was imprisoned by the city's resident. And to make a long story short, let's say that these citizens were avid for freedom and autonomy. In retaliation, Maximilian of Austria transformed the swans of his coat of arms, symbol of the city's wealth, into hundreds of real swans, and he condemned the inhabitants to take care of them for eternity. True or not, these elegant birds serve as a reminder of Bruges' rich history and its people loves of freedom and autonomy. And this very love for freedom is what the Ukrainian people have demonstrated over the last 2 years. When we, as politicians, discuss the war, our conversations often revolve around strategies, around negotiations, attack plans, and numbers. However, the true narrative of war is about the people living daily under its shadow. It's about those residing in villages and cities marked by the scars of conflict. It's about men, women, and children for whom the threat of war has seeped under their skin. To begin, I believe it's crucial, before anything else, to remember that this war and this horrific violence affect the lives of millions of Ukrainians. Allow me to share the last experience I had with Ukrainians. Last week, I sat down with a group of Ukrainian women and their children who are in exile here in Belgium. I listened to their stories, stories full of resilience, of courage in face of war,
of courage and hope amidst despair. Stories of escaping during the night, stories that still make them trembling and cry. But at the end of our encountering, they loaned me a traditional Ukrainian songs, a songs of liberty which they've translated into Flemish and French. So they sing it third time with enthusiasm, with joy, and even at the end, we laughed a lot. It was once again a lesson of resilience and adaptation, and all that was only a confirmation also of our long, strong ties and our will to stay side by side with the Ukrainian people until their victory. Je me souviens encore de l'effroi que les premières frappes russes sur l'Ukraine a semé sur tout le continent européen. L'effroi, mais aussi la formidable unité des Européens. Nos États, nos populations ont fait front pour soutenir les Ukrainiens et la population ukrainienne. Et depuis lors, ce soutien est une priorité de notre politique de sécurité et de défense commune. C'est précisément cette unité que la Russie cherche constamment à saboter, à travers une manipulation quotidienne sur les réseaux sociaux et dans les médias, mais aussi via des infiltrations dans les cercles de décision. La Russie poursuit un but précis, semer le chaos par la division, la désinformation et la discorde, nuire à nos intérêts et à nous détourner de nos valeurs. Un jour, on nous parle de prétendus laboratoires américains établis en Ukraine. Un autre, on agite la menace de l'extension du conflit, y compris d'ailleurs par une rhétorique nucléaire. Of the conflict through irresponsible rhetorics, and then they try to threaten us. Some people are raising their hands. What is wrong? There is no translations. It's in the French channel. You told. Should be okay now. Could you fix that, please? Is that okay now? Donc, je vais parler français pour du beurre, comme ça, on va savoir si ça marche. I'm sorry, but the rest of my speech is in French, so yes. Désolée, mais le reste de mon allocution est en français. Un autre encore, donc, on agite la menace que représenterait l'Ukraine pour l'économie de l'Union européenne, alors que la Russie n'a de cesse de faire de l'énergie et de la sécurité alimentaire des leviers qu'elle active sans vergogne, sans se soucier des éventuelles famines qu'elle risque de provoquer en Afrique ou des inflations qu'elle entraîne pour les citoyens européens. Tout est bon pour servir sa guerre. Moscou et ses relais veulent nous faire croire qu'il serait plus raisonnable d'abandonner les Ukrainiens à leur sort tragique. Les récentes enquêtes d'opinion le montrent, ces messages, ces mensonges percolent dans nos sociétés et servent au final la politique expansionniste et révisionniste du Kremlin. Alors que nous entrons dans une période électorale tant en Belgique que dans le reste de l'Union, période qui sera riche en débats et en échanges d'idées, nous devons tous être particulièrement conscients de cette menace. Et c'est d'autant plus essentiel dans l'éventualité d'une réorientation de la politique des États-Unis. Plus que jamais, l'Ukraine a besoin de notre unité et de notre solidarité. Ne nous laissons pas instrumentaliser par une dictature qui joue avec nos incertitudes, nos peurs et nos divisions. Car rien ne serait plus contraire à notre sécurité, à nos intérêts et à nos principes. Le coût d'une victoire russe serait terriblement lourd de conséquences pour nos sociétés construites sur des valeurs démocratiques, à commencer par les libertés et les droits pour lesquels nous nous sommes battus. Le pouvoir russe est fort de nos faiblesses et habile à tirer profit de nos erreurs, d'où l'importance cruciale, aux frontières directes de l'Union européenne, à seulement 2000 kilomètres de chez nous, de réduire au maximum ce risque en soutenant l'Ukraine aujourd'hui
est maintenant à la hauteur de ses besoins, qu'ils soient politiques, économiques et bien sûr militaires. Fin 2023, nous avons mis sur pied en Belgique un fonds Ukraine d'1,7 milliard d'euros pour pérenniser notre soutien dans toutes ses dimensions. Et pas plus tard que le 28 février dernier, nous avons décidé d'agir rapidement en débloquant 200 millions d'euros pour l'achat de munitions en commun avec plusieurs de nos partenaires afin de fournir à l'Ukraine les moyens de poursuivre sa légitime défense. Plus de 2 ans après le début de la guerre, l'autre danger qui guette, et vous l'avez dit, Marc de Mesmaeker, c'est la lassitude, le sentiment que cette guerre ne se terminera jamais. C'est un narratif que la Russie essaie aussi de répandre parmi nos populations. La situation sur le terrain est certes difficile pour les Ukrainiens, et cela doit en fait, au contraire, nous renforcer dans notre détermination pour que cette guerre se termine au plus vite, et nous redoublons d'efforts. Début février, nous avons adopté à 27 la facilité pour l'Ukraine, un fonds européen d'une valeur de 50 milliards d'euros afin d'aider l'Ukraine à consolider son appareil d'État, son économie et donc sa résilience. Il y a aussi une dizaine de jours, nous avons adopté un 13e paquet de sanctions avec toujours comme objectif de réduire les capacités de la Russie à mener sa guerre d'agression. Depuis le début de la guerre, plus de 2000 personnes et entités ont été reprises sur les listes de sanctions européennes. Et nous continuerons à veiller à ce que ces sanctions soient mises en œuvre et à limiter au maximum les possibilités de contournement de ces sanctions via des pays tiers. Il est à présent essentiel de parvenir le plus rapidement possible au niveau européen à un accord finalisant les modalités du fonds d'assistance créé au sein des facilités européennes pour la paix afin de garantir un soutien militaire efficace et prévisible à long terme. L'Ukraine en a urgemment besoin et la présidence belge travaille sans relâche pour dégager un accord au sein des 27 le plus rapidement possible. Le renforcement aussi de notre industrie de défense est devenu une nécessité criante, tant pour venir en aide à l'Ukraine que pour assurer nos propres moyens de défense en tant qu'Union européenne, mais aussi en tant que pilier au sein de l'OTAN. Toute guerre se termine à la table des négociations. Et devant le refus de la Russie de céder sur la moindre des revendications, notre priorité reste d'amener l'Ukraine à cette table des négociations dans une position de force. Au-delà des actions que je viens de mentionner, nous continuons à soutenir le plan de paix du président Zelensky, qui est la seule base acceptable pour une paix durable et juste. Nous continuerons notre outreach ou notre plaidoyer diplomatique lors de nos rencontres et missions à l'étranger, afin de rallier le plus grand nombre de pays possible à cette initiative. Et vous le savez, lors du World Economic Forum à Davos, plus de 80 pays ont participé à une session consacrée au plan de paix ukrainien. Mesdames et messieurs, alors que nous entrons dans la 3e année de cette guerre, souvenons-nous, et d'autres l'ont dit avant moi, que l'échec de l'Ukraine serait aussi celui de l'Europe, car le combat ukrainien est aussi un combat pour nos valeurs européennes, pour nos idéaux européens, pour notre sécurité, pour notre avenir et aussi pour celui de nos enfants. Nous devons plus que jamais faire preuve d'unité et de détermination. J'espère sincèrement et du fond du cœur que cet esprit animera vos échanges, vos discussions, que je vous souhaite riches. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Labib. Thank you very much for your contribution, for your strong words.
Merci, Madame Labip, de ces mots forts. C'est un plaisir de céder maintenant la parole à Madame Ivana Klimpuch, qui nous vient de Kiev pour nous livrer son témoignage sur la situation en Ukraine. Ivana, à vous. Merci, Monsieur le Président de la Commission de Mesmaker, Madame la Ministre, chers collègues. C'est un grand privilège et un honneur de m'adresser à vous lors de cette conférence interparlementaire. Et je remercie la présidence belge d'avoir jeté un éclairage sur cette question existentielle importante pour l'Ukraine, mais je pense que c'est également une question existentielle pour l'Union européenne et l'Europe dans son ensemble dont nous parlons aujourd'hui. Peut-être devrais-je, commencer par un correctif. Nous entrons non pas dans la 3e, mais la 11e année de guerre en Ukraine. Désolée de vous corriger, Madame la Ministre. Alors, je réfléchissais à l'introduction de mes propos et je voulais vous montrer un texto qu'un de mes collègues, un ami, un analyste civil qui a décidé de prendre les armes dès le 24 février 2022. C'est un texto que cet ami m'a envoyé récemment. Il m'a dit, Ivanka, tu as la possibilité de parler à nos partenaires d'Europe occidentale, donc je te partage mes observations. Dans ma brigade, il y a donc des pièces d'artillerie qui ne sont pas opérationnelles en l'absence de munitions, d'obus. Alors, nous ne pouvons envoyer que quelques obus, et tandis que les Russes en envoient des milliers. En 2015, à titre comparatif, lorsque se déroulaient les combats les plus intenses dans le Balsovo, on envoyait 500 obus chaque jour. Et aujourd'hui, les Ukrainiens sont heureux d'envoyer 80 pièces d'artillerie par jour, ce qui démontre combien nous avons besoin de munitions, nous en sommes privés, on en a besoin tous les jours, encore et encore, ne fût-ce que pour nous défendre, nous protéger. Alors c'est ce qui se passe sur la ligne de front, mais chaque jour, les Ukrainiens doivent faire le deuil d'autres civils. Lorsqu'on l'a vu à Odessa, ce sont 5 enfants, 5 d'âge tendre, 4 mois, 8 mois, 8 ans, 10 ans, se sont retrouvés sous les débris du logis où ils logeaient avec leurs parents, où ils dormaient avec leurs parents, et ils ont été la cible d'obus de frappe russes, et ils sont décédés. Voici donc la réalité en Europe. C'est ce qu'on vit en Europe. L'Europe qui a connu le luxe de vivre en paix durant 4 générations, chers collègues. Je pense que nous avons été gâtés, je dirais, de pouvoir bénéficier de ce degré de sécurité, mais ne commettons pas l'erreur de nous lancer dans des palabres, dans un long débat sur les modalités de l'appui accordé à l'Ukraine, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine, des Ukrainiens, mais de tout le monde, de la civilisation en Europe. Il s'agit de défendre l'Europe dans son ensemble. Il s'agit d'une lutte, d'une guerre contre les autocraties, les forces malfaisantes. Dans le chef des dirigeants russes, on sait que la Russie veut mettre la main sur l'Ukraine, s'assurer de sa capitulation, ou s'adjuger une partie du territoire ukrainien, c'est ce qu'ils veulent. Mais ceux qui discutent la possibilité de négociation avec la Russie ne devraient pas oublier que le Kremlin a violé presque la totalité de tous les accords significatifs passés avec l'Ukraine, l'OTAN ou l'Union européenne. Rien ne garantit que même si la Russie obtient gain de cause à ce stade, elle ne tentera pas d'occuper physiquement d'autres territoires ou d'user de la force ailleurs. Pour survivre, nous, les Ukrainiens, nous devons poursuivre la lutte pour obtenir le choix de la paix, la possibilité de bâtir une démocratie européenne libre, autonome. Mais aucun pays dans le monde ne serait capable de résister à la pression de la Fédération de Russie et de ses alliés ou de ses partenaires, de l'Iran à la Corée du Nord, entre autres.
Personne ne peut résister à une telle pression seule. Nous avons besoin de votre soutien. La théorie russe de la victoire n'est possible que si les partenaires internationaux de l'Ukraine échouent à fournir les ressources, les formations nécessaires aux forces armées ukrainiennes, raison pour laquelle nous sommes reconnaissants sérieusement et sincèrement de toute l'aide que vous nous avez fournie déjà. Nous voyons les grands changements en cours en Europe. Nous en sommes les témoins avec une sorte de concurrence positive. C'est à qui apportera le plus grand soutien à l'Ukraine. Mais simultanément, ensemble, malheureusement, force est de constater que le récit reste très conservateur. Il s'agirait simplement que d'une guerre en Ukraine, mais il en va de l'intérêt de tous que l'Ukraine sorte victorieuse. Ce n'est qu'une victoire de l'Ukraine qui pourra assurer la sécurité de tous. Poutine recourt à l'ambiguïté stratégique encore et encore. Va-t-il ou pas utiliser l'arme nucléaire? Va-t-il ou pas prendre d'assaut un pays membre de l'OTAN? Va-t-il ou pas faire flamber la Transnistrie, par exemple? Nous avons besoin de transparence stratégique. Il est important, nous aussi, de recourir à l'ambiguïté stratégique pour que Poutine comprenne enfin que l'Ouest a la volonté politique de renforcer encore sa réaction et son appui à l'Ukraine. Malheureusement, la Fédération de Russie a déclenché la Troisième Guerre mondiale en Ukraine, non seulement par des moyens militaires, mais c'est une guerre hybride à laquelle nous assistons en Ukraine, en Syrie, en Afrique, dans vos propres territoires, via les cyberattaques, les activités de subversion, médias sociaux, etc. Et pendant ce temps-là, certains pensent toujours que la guerre ne se déroule qu'en Ukraine. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons lutter contre cet homme qui agite une hache énorme, et tout cela en tant que chevalier blanc avec une petite épée, etc. Nous voulons encore être des preux chevaliers, mais la Russie ne se bat pas comme des preux chevaliers. Ce sont nos villes qui sont réduites en centres, ce sont nos terres fertiles qui sont brûlées, ce sont nos enfants qui meurent, ce sont nos citoyens qui veulent tout simplement poursuivre leur vie. C'est cela qui se passe, alors que de nombreuses personnes en Occident, d'autres se disent « Ah oui, mais certaines armes ne peuvent pas être utilisées sur le territoire russe, pas d'attaque sur le territoire russe. » Nombreux sont ceux qui pensent que il ne faut pas livrer autant d'armes à l'Ukraine pour se défendre de cette attaque russe. L'allocution présentée à la Douma par Poutine en février était au fait une allocution adressée à l'Occident. Il a décrit la guerre qu'il comptait mener contre l'Occident, encore et encore. Au niveau intérieur, il explique qu'il va bâtir un État militaire pour la Russie où les femmes donneront naissance à de futurs soldats ou de futures chairs à canon. De quoi avons-nous encore besoin pour comprendre qu'il s'agit d'une guerre que nous menons ensemble et que la victoire ne peut être remportée qu'ensemble? Nous avons beaucoup de demandes à vous adresser et je ne me lasse jamais de répéter que la meilleure aide à apporter à l'Ukraine, c'est une aide militaire. Continuer à nous fournir de l'armement. Hier, des quantités bien meilleures et des qualités bien meilleures d'aide peuvent nous être
accordé. Nous vous sommes reconnaissants, mais ne fléchissez pas. Il est temps d'assurer que votre production, que vos achats communs sont renforcés pour fournir aux Ukrainiens des munitions, des défenses antiaériennes, des tanks, des avions, tout ce qui permettra à l'Ukraine de stopper la Russie. La guerre se gagne également sur le volet économique, une économie stable. Merci d'avoir approuvé la facilité pour l'Ukraine de 50 milliards, parce que oui, en effet, on essaye d'utiliser l'ensemble de nos ressources, de nos recettes pour renforcer notre sécurité, notre défense. Et merci de nous appuyer à continuer à faire fonctionner l'État ukrainien pour ne pas qu'il s'effondre comme le souhaiteraient les Russes. En guise de conclusion, je vous dirais que les prochaines élections russes, qui ne sont qu'un simulacre, sont un rendez-vous important. Il faudra que le monde démocratique ne reconnaisse pas ces élections et leurs résultats. Il faudra pousser Poutine dans le manque de légitimité. Le gel des avoirs russes, c'est bien, mais il devrait être transféré à l'Ukraine. Il ne s'agit pas de violer le droit à la propriété, il ne s'agit pas de saper le système juridique. C'est une question de justice. Alors, que dirait Churchill si nous entendait débattre de l'utilisation des avoirs nazis pour financer la guerre contre le régime nazi durant la Deuxième Guerre mondiale ou pas? Enfin, et non des moindres, il faut dégager un consensus sur la défaite de la Russie dans le cadre de ce conflit. Et qu'est-ce que la défaite de la Russie? Il ne s'agit pas de revenir au tracé des frontières de 91, mais il faut priver la Russie de toutes ses possibilités d'agression à l'avenir. Il faut surmonter une peur. La peur que infliger une défaite claire à la Russie serait un danger menaçant les participants dans cette salle ou d'autres personnes sur la planète. Enfin, et non des moindres, Hillary Clinton à Davos a déclaré qu'on ne voulait pas accepter ce que voient nos yeux. Il faut réagir à la réalité et c'est le grand défi qui se pose à nous aujourd'hui. Il y a la réalité, il y a la perception que nous avons de cette réalité et il y a notre réaction par rapport à la réalité. Et il y a un manque de correspondance entre ces trois composantes qu'il faut réunir. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons assurer que l'Ukraine sera un pays libre, démocratique, européen, qui fasse partie de l'Union européenne et de l'OTAN. Ce sera une garantie pour votre propre sécurité. Et je pense qu'on ressortira plus fort. Mais s'il vous plaît, aidez-nous à gagner cette guerre en nous envoyant de l'armement, de l'argent, sans sacrifier des vies humaines de votre côté. Merci de votre attention. Thank you very much. Merci beaucoup, Ivana. Enfin, last but not least, j'invite Gert-Jan Koopman, directeur général, Direction générale du voisinage et négociations d'élargissement de la Commission européenne, à prendre la parole. Thank you very much, Mr. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est un plaisir et un privilège de pouvoir vous adresser la parole sur un sujet qui est au cœur même des préoccupations de n'importe quel citoyen à l'Union européenne et qui a dominé la politique européenne ces 2 dernières années, et à juste titre. Madame la ministre et Ivana ont beaucoup parlé de la guerre et de la nécessité de la gagner. Il ne faut pas non plus être naïf et il faut faire en sorte que l'Ukraine dispose de suffisamment d'armements pour gagner la guerre. Ces armements devraient provenir de l'Occident et en effet, un soutien financier en la matière à l'Ukraine est indispensable. Je n'ai rien à ajouter. J'aimerais cependant me concentrer non pas sur le fait de gagner la guerre, même si c'est une priorité immédiate, mais comment gagner la paix. Je crois qu'il y a un lien entre les deux.
nous envisageons cette question dans l'Union européenne, j'aimerais en dire un peu davantage. Un lien évident, c'est celui dont parlait Madame Labib et tous les autres intervenants, à savoir la facilité pour l'Ukraine, ce fonds de 50 milliards d'euros créé par l'Union européenne pour aider l'économie ukrainienne jusqu'à la fin 2027. C'est essentiel, car sans une économie qui fonctionne correctement, sans croissance, sans retour au niveau de prospérité connu avant l'invasion russe, on ne sait pas comment le pays pourrait résister à la guerre ou faire face à la reconstruction une fois celle-ci terminée. C'est pourquoi, sans reprise économique, la guerre ne sera pas gagnée de façon durable. C'est un rapport important, j'en dirai davantage dans quelques minutes. Deuxième point essentiel, le processus d'adhésion. Il est impressionnant de savoir que l'Ukraine a déposé sa candidature quelques jours à peine après l'invasion russe en février 2022. Il vaut tout autant la peine de rappeler que l'Union européenne a décidé d'accorder le statut de candidat à l'Ukraine quelques mois à peine après que la demande eut été déposée, c'était en juin 2022. Le processus d'adhésion est à ce point important car l'économie et la société ukrainienne sont mises sur la voie d'une intégration qui, en fin de course, offre la perspective d'arriver au même mode de vie, au même niveau de vie dont nous avons maintenant l'habitude en Occident. Ivana, à juste titre, a parlé de l'insouciance peut-être que nous avions développée par rapport aux risques qui pèsent sur notre sécurité. Mais nous avions aussi oublié que l'Union européenne, en dépit de tous les défis auxquels elle fait face, est sur le plan économique une superpuissance. Et donc, appartenir à l'Union européenne est le meilleur espoir pour les pays candidats pour en arriver à la stabilité économique et à la possibilité d'une intégration dans un bloc dont le mode de vie et les valeurs sont nettement plus attrayants pour les ressortissants des États candidats que ce que pensent peut-être les membres actuels de l'Union européenne. J'ai été ému d'entendre dire qu'une décision prise l'an dernier en décembre lors du Conseil européen, à savoir d'ouvrir les négociations d'adhésion, n'était pas seulement importante sur le plan structurel pour les raisons que je viens de mentionner, mais ceci a émis un message d'encouragement aux soldats qui se battent au front. Ceci montre comment cette perspective à long terme, à savoir gagner la paix, a un impact direct sur le fait de gagner la guerre. Je cible un peu ces deux éléments essentiels à plus long terme. Je commence par la relance économique. Nous savons que l'Ukraine a perdu un quart de son économie en 2022 à la suite de l'agression que nous savons. Ceci a eu un énorme impact sur le pays. En effet, une aide importante a été mise à disposition par l'Occident pour faire en sorte que les services sociaux essentiels puissent être payés et que l'économie puisse continuer de fonctionner. L'an dernier, l'Union européenne a mis à disposition 18 milliards d'euros en aide macrofinancière à l'Ukraine et de pair avec une importante contribution des États-Unis et un programme du FMI a permis de stabiliser les finances publiques et l'économie. Il est intéressant de noter que l'an dernier, l'économie à la croissance la plus rapide sur le continent européen, c'était l'Ukraine, dont le PIB a cru de plus de 5%. C'est dû pour une bonne partie à l'aide économique reçue. Néanmoins, ceci démontre que le pays se stabilise et c'est bon signe.
mais les dégâts infligés au pays sont colossaux. La Banque mondiale estime que les pertes dépassent les 300 milliards de dollars et la reconstruction prendra certainement une génération. C'est pourquoi les efforts de la communauté internationale visant à coordonner le travail de reconstruction dans le cadre d'une plateforme de donateurs du G7, ceci est à ce point important. C'est ici que la facilité pour l'Ukraine intervient. Il ne s'agit pas seulement d'accorder une aide budgétaire au gouvernement, il s'agit également de mettre à disposition des garanties et des incitants aux investissements du secteur privé pour que le pays puisse revenir sur le bon cap économique et croître. Il s'agit de la plus grande enveloppe financière mise à disposition d'un pays tiers. Quand je dis pays tiers, je me trompe, car comme je l'ai dit, ce pays s'est vu accorder un statut de candidat et les négociations sont d'ailleurs déjà ouvertes avant même qu'on ait pris la décision de mettre à disposition ces 50 milliards. Donc ceci est accompagné d'importantes réformes adhérées à l'Union européenne et construire une base plus solide pour l'économie, c'est exigeant. Je ne parle pas que de la lutte contre la corruption, la nécessité d'avoir un système judiciaire plus solide. Je parle aussi de suivre notre manuel de règles économiques que nous connaissons, ce qui permet au marché intérieur de fonctionner, mais ça permettrait aussi à l'Ukraine de croître bien plus vite en intégrant cette unité. L'idée étant de faire en sorte que l'Ukraine entreprendra ces réformes et certains paiements seront conditionnés par le respect de ces réformes. Nous attendons avec intérêt un plan économique élaboré par l'Ukraine avec notre aide et qui est en voie d'être terminé. Il s'appelle le plan Ukraine. Ce sera véritablement notre étoile polaire qui nous permettra de nous assurer que les réformes sont fermement ancrées. Ce mois, 4,5 milliards d'euros seront payés en tant que financement pont. Il est clair qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, les défis sont importants et les travaux que nous entreprenons avec d'autres donateurs pour trouver une aide suffisante sont importants. Nous sommes en train de gagner la paix, mais nous ne sommes pas au bout de nos efforts. Pour ce qui est de l'élargissement, il était très important d'ouvrir les négociations d'adhésion. Cette décision a été extrêmement importante vue sous l'angle géostratégique ou géopolitique. Mais je devrais souligner que cette décision se justifiait pleinement en vertu du mérite par rapport aux réformes que l'Ukraine elle-même a entreprises. En juin 2022, déjà, nous avons établi 7 conditions pour orienter le processus d'élargissement. Et en décembre, l'Ukraine s'était largement conformée à ces décisions. J'ai travaillé avec de nombreux pays candidats, mais il n'y a pas de pays candidats où les négociateurs, de leur côté, vont vous dire qu'ils doivent s'arrêter de discuter en distanciel car des roquettes tombent sur le lieu où ils se trouvent. Et franchement, je dirais qu'il s'agit de quelque chose qui a une dimension historique. Et les mérites en reviennent à l'Ukraine elle-même. L'élargissement est un processus. Ça ne se fait pas en quelques mois, voire 1 ou 2 ans de temps. Il faut du temps pour réécrire le système de fonctionnement d'un pays. L'Ukraine est très motivée et il est de notre devoir de l'aider. Nous avons toute confiance qu'en cours d'année, nous progresseront de façon significative et ceci déjà apporte des avantages au pays car nous avons permis à l'Ukraine d'accéder déjà à certaines parties du marché intérieur.
Vous voyez, sur les frontières de l'Ukraine, cela provoque quelques frictions avec le secteur agricole d'autres pays. Je ne veux pas commenter, mais ceci montre que cet accès est réel. Avec les nouvelles réformes, les réformes entreprises en vue de déboucher sur un succès du processus d'adhésion, l'Ukraine pourra y gagner bien davantage. Je conclus sur une note d'optimisme. L'Ukraine a démontré sa capacité, dans les circonstances les plus difficiles, à établir les fondations permettant de gagner la paix et, ce faisant, de gagner la guerre. Il est de notre devoir, tous ensemble, d'aider le pays, de coopérer étroitement avec lui, de sorte que ce beau départ débouche sur des résultats concrets dans les années qui viennent et que l'avenir européen des Ukrainiens s'établira fermement. Je tiens à souligner qu'il s'agit d'une situation sans précédent et en dépit de toutes les difficultés rencontrées, nous pouvons la gérer plutôt bien grâce à la grande détermination de l'Ukraine. Thank you. Thank you. Merci, Monsieur Kaufmann. Nous ouvrons maintenant le débat. Vous donnons l'opportunité de vous exprimer. La liste de demandes de parole est longue et elle est maintenant clôturée. Nous insistons donc sur le temps imparti qui est de 90 secondes. C'est une restriction qui permettra à tout le monde de parler. Et je vous présente mes plus belles excuses. Et si je prononce mal votre nom, alors je commence avec un membre du Parlement européen, M. Hafed Met. Bien, je m'exprimer en espagnol. J'espère que c'est possible. May I speak in Spanish? Puis-je m'exprimer en espagnol? Est-ce possible? La ofensiva fracasada del mes de primavera demostró que estamos viviendo más en sueños que en la realidad. Estamos ante un... Au printemps, nous avons pris conscience que nous vivions dans un monde rêvé, non pas dans un monde réel. Voici une guerre qu'aucun des belligérants ne peut gagner. Il faut appuyer l'Ukraine parce qu'il en va de notre propre sécurité. Et pourtant, j'estime également qu'il faut utiliser les avoirs confisqués en faveur de l'Ukraine. Mais la grande question que je me pose, c'est de savoir si nous sommes prêts à affronter la réalité d'autres conflits en Géorgie, par exemple, qui est également en partie occupée comme l'Ukraine. Oui, merci beaucoup d'avoir respecté le temps imparti. Madame Posavitch-Krishets de Croatie prend la parole maintenant. Monsieur le Président de séance, chers membres des parlements, il y a 2 ans, la Russie a envahi l'Ukraine. Depuis lors, les Ukrainiens se défendent avec bravoure pour leur pays, mais également la totalité de la sécurité en Europe. Et si l'Europe ne répond pas à ce défi, cela va totalement changer les conditions géopolitiques et va renforcer l'appétit de l'Ukraine pour les territoires européens. L'Ukraine se bat en appui des valeurs européennes de la paix, la liberté, la sécurité et le respect de l'état de droit. Au cours de ces 2 années, nous avons été les témoins d'attaques barbares commises à l'encontre des civils en Ukraine. Voici bel et bien quelque chose qui nous parle dans mon pays. Nous comprenons bien les Ukraines, les sacrifices faits durant notre propre guerre civile. Renforce notre empathie pour les Ukrainiens. C'est à l'unanimité que nous avons adopté une déclaration en faveur de l'Ukraine au lendemain de l'agression russe, une déclaration dans laquelle nous avons condamné l'agression russe. Nous réaffirmons notre soutien pour une Ukraine souveraine. Nous avons organisé le premier sommet parlementaire de la plateforme pour la Crimée et pour le soutien à l'Ukraine. Il nous faut être solidaires avec les Ukrainiens pour être du bon
bon côté de l'histoire. Slava Ukraini. Merci. Madame Alexandra Atalides de Chypre prend la parole. Merci, Monsieur le Président. 2 ans après l'invasion de la Russie, la guerre se poursuit avec des conséquences catastrophiques pour l'Ukraine, l'Europe et le monde. Il ne faut pas attendre un adoucissement de la position de Poutine. Le fait que le régime de Poutine continue à multiplier ses menaces contre l'Ukraine et l'Europe, y compris la menace de l'usage de la bombe nucléaire, tout cela ne doit pas nous surprendre. Il faut faire de notre mieux pour mettre un terme enfin à cette guerre. Il faut être ferme pour protéger nos valeurs et nos principes, défendre l'Europe et l'Ukraine dans l'Europe. Il faut renforcer notre appui à l'Ukraine, qui est maintenant un pays candidat à l'adhésion de l'Union européenne. Je viens de Chypre, qui a souffert d'une invasion et toujours occupé par un pays tiers. Et c'est à ce titre que j'exprime tout mon appui, toute ma solidarité envers le peuple ukrainien. En ces temps noirs et difficiles d'attaque et après le conflit, je sais combien il sera important de sentir que la solidarité, l'appui internationaux sont sans condition et sans équivoque. J'aimerais assurer mes collègues ukrainiens et le peuple ukrainien de notre solidarité, de notre appui. Nous sommes avec vous dans mon pays, à Chypre. Nous avons accueilli de nombreux réfugiés ukrainiens qui, je l'espère, je l'appelle de mes voeux, pour retourner chez eux dans un pays libre. Pavel Fischer de la République tchèque prend maintenant la parole. Pavel, à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cher Marc, j'aurais 2 commentaires à faire. Tout d'abord, j'aimerais saluer la présidence belge d'avoir pris l'initiative de geler et de confisquer les avoirs de l'État russe. Voici quelque chose d'extrêmement important et on a besoin d'une solution au niveau européen à ce propos. Vous avez notre appui, nous sommes prêts à vous donner les ressources, les appuis nécessaires pour les étapes ultérieures au niveau du Parlement. Question à propos à l'adresse de Madame Elsvanhof et ses remarques à propos de l'initiative prise par les République tchèque pour l'approvisionnement en munitions. Je suis prêt à vous expliquer la teneur de cette initiative, chers collègues. Le mois dernier, la République tchèque a lancé une initiative pour acheter dans des pays tiers des munitions pour les pièces d'artillerie. Nous sommes prêts à aider nos gouvernants à fournir également des résultats, même au niveau du Parlement. On contrôle, on exerce une supervision sur l'exécutif, mais on peut créer une coalition de pays soutenant les mêmes idées. C'est une opportunité à saisir. Je reste à votre disposition aujourd'hui et demain pour poursuivre la réflexion afin d'aider nos gouvernants, nos exécutifs à prendre les mesures nécessaires et à fournir des résultats, et fournir en l'occurrence des munitions. Merci Pavel. Nous allons maintenant au Danemark. Teresa Scavenius a la parole. Merci. Moi, je suis contre la confiscation des avoirs parce que cela peut mener à une escalade de la guerre et être perçu comme une provocation, mais cela peut également saper l'ordre mondial que nous défendons et dont nous avons bien besoin plus que jamais. Et je crains que nous initions un état de guerre constant avec la Russie sans perspective de paix. La rhétorique, cette attitude brutale ne laisse aucune place à des négociations de paix à l'avenir. Je le crains. Et c'est une stratégie erronée parce que nous savons que la Russie ne peut pas être vaincue par les armes. On peut renforcer nos approvisionnements en munitions, notre rhétorique de guerre, mais on a besoin d'ouvrir les possibilités de négociation de paix avec la Russie après la guerre. Que faire? J'encourage tout le monde à avoir un narratif, une réponse, une attitude beaucoup plus diplomate. On a déjà parlé de table de négociation. Il faudra trouver des solutions politiques. Je demande que nous ne sapions pas la situation ou le réseau d'institutions sur lequel nous appuyons.
Dans le Conseil arctique, nous avons observé une volonté de maintenir dans une certaine mesure une coopération afin de se préparer à la période post-conflit. La Russie et son exclusion de tout, si on poursuit dans cette voie, si on confisque tous ses avoirs, ce sera difficile de traiter avec la Russie en cas de victoire. Donc il faut déjà réfléchir à la logique post-conflit. Et moi, c'est l'appel que je vous lancerai. Merci. Monsieur Grégory Calvef-Casescu d'Estonie prend maintenant la parole. À vous, monsieur. La Russie doit être tenue responsable des crimes de guerre tragiques commis à tous les échelons, de Poutine jusqu'aux soldats sur le front. C'est toute la chaîne qui est responsable de la destruction en Ukraine. La Russie doit être arrêtée en apportant à l'Ukraine des armements plus forts et plus d'armements et par l'affaiblissement économique de la Russie afin qu'elle soit dans la capacité de soutenir son effort de guerre. Alors, l'Europe a alimenté de longue date cet horrible régime mené par Poutine et continue à le faire, mais dans une moindre mesure, ceux qui continuent à acheter du gaz russe, n'oubliez pas que ce gaz, lui, est taché du sang des Ukrainiens. La Russie doit être privée de ses liquidités. Et les technologies à usage duel, les composantes militaires ne doivent plus être achetées là-bas ou envoyées là-bas. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous avons besoin d'être efficaces dans nos efforts de tarissement des revenus de la Russie. Proposition numéro 1, 0,21% du PIB de chaque membre de l'Union européenne doit être alloué au renforcement militaire de l'Ukraine. Faisons ça. Ensuite, travaillons avec les pays tiers pour limiter leur capacité à fournir à la Russie des importations dites alternatives. D'avance, merci. Merci beaucoup. À prendre la parole maintenant, nous avons Natalia Pouzirev de France. Monsieur le Président, chers collègues, je parlerai en français. L'Europe a fait preuve d'unité face à l'agression par la Russie de l'Ukraine. Et il nous faut maintenant faire davantage, non seulement pour soutenir l'Ukraine, mais pour notre propre sécurité collective, face à une attitude de plus en plus agressive de la Russie, et ce dans tous les domaines, physiques et virtuels. Alors à court terme, bien sûr, il nous faut envoyer plus de munitions. C'est pour ça qu'il y a 8 coalitions capacitaires qu'il nous faut soutenir pour produire des munitions, différents types de missiles, des défenses solaires, mais je pense aussi aux missiles à longue portée pour pouvoir réaliser des attaques dans la profondeur. Il y a eu aussi, vous le savez, le 26 février à Paris, une conférence internationale de soutien à l'Ukraine. Et un consensus a pu être trouvé sur 5 catégories d'action, parce qu'il nous faut faire différemment. Et il ne faut rien exclure. Ça ne veut pas dire forcément envoyer des forces combattantes sur le terrain, mais être plus offensif en matière de cyberdéfense, envisager la coproduction d'armements en Ukraine et un meilleur soutien de nos armements en Ukraine, prendre la défense aussi de pays qui peuvent être menacés, comme la Moldavie. Et je voudrais soutenir les initiatives capacitaires, celle du président tchèque d'aller sourcer davantage de munitions, même dans des pays tiers, et remercier la Première ministre d'Estonie pour sa proposition d'instaurer un fonds de 100 milliards pour renforcer notre sécurité collective. Donc plus de solidarité pour la victoire et pour une stabilité durable. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Next is, Monsieur Jukka Kobra de la Finlande prend maintenant la parole. Merci, Monsieur le Président de séance. Nous sommes les premiers à appuyer l'Ukraine contre l'agression non provoquée et injuste de la Russie et nous aiderons l'Ukraine à défaire la Russie. Nous avons besoin également d'une approche beaucoup plus pragmatique sur cette question. Je pense que nous nous sommes étendus en palabres
trop longtemps. Il faut maintenant passer à l'action. Un des points clés qui me traverse l'esprit, c'est celui du rôle de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement. Quid de la BEI? Pour autant que je sache, les règles de la BEI lui interdisent le financement de projets liés à l'industrie de l'armement parce que l'armement n'est pas considéré comme une industrie durable en vertu des critères ESG et de la taxonomie. J'estime que le Parlement européen a avancé là-dessus, mais quelle est la situation générale quant au rôle de la BEI et sa capacité à financer l'industrie de la défense? Nos membres distingués du Parlement européen présents dans cette salle pourraient peut-être apporter une réponse à ma question. Comment procéder en la matière pour libérer les financements pour l'industrie de la défense en Europe afin de fournir plus de munitions en Ukraine? D'avance, merci. Thank you, Jukka. Next. La parole à M. Markus Faber pour l'Allemagne. Merci, chers collègues. Nous nous réunissons sous le drapeau européen et l'Union européenne a promis la solidarité avec l'Ukraine, mais aujourd'hui, tout le monde ne fait pas preuve de solidarité de la même façon. L'Allemagne s'engage. Nous mettons à disposition la moitié de l'aide militaire à l'Ukraine. Franchement, nous avons bien progressé sur ce plan. Ensuite, la solidarité doit émaner de tous les pays, pas seulement l'Allemagne et d'autres qui avancent, comme la République tchèque ou le Danemark. Ça devrait émaner de partout, depuis les côtes de l'Allemagne jusqu'aux montagnes de l'Autriche, les côtes de l'Irlande, pardon. Donc, lorsque nous avons ces débats dans nos pays, et ils ne se tiennent pas partout, mais il faut les tenir, nous devons aller de l'avant pour avoir une approche vraiment commune et pas seulement nous payer de mots en promettant la solidarité à l'Ukraine. Et à ma collègue du Danemark, je dirais que ces négociations sont en cours sur le champ de bataille, en fait. Tous les jours, vous pouvez aller sur place et voir de vos yeux. Vous pouvez aller avec moi dans les tombes collectives et vous verrez avec moi les destructions à Kherson. Et je crois qu'il n'y a pas moyen de voir comment les choses se passent. Oui. Thank you. Next speaker is Mr. Stefanos Kikik. La parole est à notre collègue Stefanos Kikas de Grèce. Mr. Chairman, dear ministers. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, l'Union européenne s'est engagée sur le long terme pour l'Ukraine. Il s'agit d'une aide à long terme pour la défense, la stabilité économique, la résilience, la reconstruction et l'aide aux réformes financières. La Grèce s'est engagée à long terme vis-à-vis de l'Ukraine et campe fermement sur ses positions dans tous les domaines. La Grèce est favorable aux aspirations de Kiev d'organiser un sommet pour la paix en tant que première étape pour construire une paix juste et durable en Ukraine. Une vaste coalition internationale peut être construite quant au concept de protéger et préserver la Charte des Nations Unies et ses principes essentiels et le souhait de maintenir les principes essentiels du droit international, souveraineté, indépendance, intégrité territoriale de tous les États. Qui plus est, la Grèce continue de mettre à disposition le port d'Alexandroupolis en tant que centre de distribution de l'aide alliée, non seulement pour l'Ukraine, mais pour l'ensemble du flanc oriental de l'OTAN. Alexandroupolis sera bientôt une porte d'entrée pour le gaz naturel couvrant les besoins de nombreux pays de la région. Je vous remercie. Thank you. Next is Richard Scholes from Latvia. Richard, the floor is yours. Yes, thank you, Chair. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre à notre collègue danoise. Je connais très bien le président Jensen, qui, pour des raisons essentielles, n'est pas des nôtres. Donc, cette dame a été désignée chef de délégation.
Et que les choses soient claires, ici, nous ne représentons pas nos partis politiques, mais nos pays. Et je sais que le Danemark est inébranlable dans son aide à l'Ukraine. Et ce qu'a dit la chef de délégation, c'est une honte. Je ne suis pas danois, mais je connais la position du Danemark en la matière. Et ça ne correspond pas à ce que cette dame a dit. Ce que je voulais évoquer ici, c'est une chose que nous réussissons à faire au niveau de l'Union européenne, c'est d'aider l'Ukraine. Il s'agit de mettre à disposition des munitions et des armes. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est procéder à un échange de bonnes pratiques. Par exemple, en Lettonie, récemment, nous avons saisi ce qu'on appelle la maison de Moscou. C'est une propriété de russe. Je vois qu'à Bruxelles, il y a la Moscow House, un vaste domaine qui devait être saisi, vendu, et l'argent retiré de cette vente devrait être versé à l'Ukraine. Et en fait, ce qui est saisi au départ de comptes russes devrait être directement versé à l'Ukraine pour qu'elle puisse procéder aux achats d'armes dont elle a besoin. Thank you, Richard. Next is Mr. Laurinas Kaskionas, sorry for the pronunciation, from Lithuania. Pour la Lituanie, M. Kaskionas. Merci, Monsieur le Président. La dernière interview de Poutine nous dit quelle est l'approche russe vis-à-vis de l'Ukraine. C'est l'approche génocidaire. C'est facile à comprendre. De deux choses l'une, soit vous devenez russe ou vous serez torturé et détruit. C'est pourquoi notre objectif et notre défi est d'aider les Ukrainiens à lutter. C'est existentiel. Ce qu'il nous faut dire, c'est reprendre l'initiative du président français Macron. C'est intéressant. En tout cas, il faut en parler. Ça le mérite. Pourquoi dis-je cela? L'idée d'avoir une mission européenne en Ukraine pourrait créer une ambiguïté stratégique, ce qui nous a fait défaut ces dernières années, car nous disions toujours ce que nous ne ferions pas, plutôt que de dire ce que nous pourrions faire ou ferons. En s'engageant sur cette voie, le président Macron a raison. Allons plus loin et réfléchissons à de possibles modalités. Bien sûr, il faut combler le fossé entre stratégie et réalité. Maintenant, la réalité en Ukraine, c'est survivre. Il faut davantage d'armes, davantage de munitions. Et si on nous appelle pour parler de l'Europe post-guerre, si nous n'aidons pas, ça risque d'être l'Europe post-guerre sans Ukraine. No, Gerd Heiser from Luxembourg. Merci, Monsieur le Président. L'idée irresponsable d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine peut transformer cette guerre en un conflit généralisé. Il faut condamner sans ambiguïté toute initiative pouvant aggraver encore la situation, toute logique de guerre et toute tentative d'impliquer les pays membres de notre Union encore davantage dans ce conflit qui nuit gravement aux intérêts géostratégiques de l'Europe occidentale. Ceux qui veulent vraiment aider l'Ukraine, ceux qui désirent sauver des vies humaines et préserver encore le territoire ukrainien dans la mesure du possible, comme ceux qui entendent prévenir une escalade militaire, n'ont de fait qu'un seul choix, encourager la négociation d'un accord de paix avec la Russie aussi rapidement que possible. Dans cette crise, l'Europe a manqué une fois de plus à définir clairement ses propres intérêts politiques, stratégiques et économiques. Elle a privilégié le suivisme à la réflexion. Mais tout comme l'UE doit entretenir des liens d'amitié et de solidarité avec ses partenaires nord-américains, elle doit rétablir des liens de confiance et de bon voisinage avec la Russie. Il faut donc retourner à la vision d'une architecture pan-européenne de sécurité incluant tous les pays du continent, y compris évidemment l'Ukraine et la Russie. Nul n'a besoin d'une nouvelle course aux armements et encore moins d'une nouvelle guerre froide. À condition de satisfaire à tous les critères, l'Ukraine pourra devenir membre de l'Union européenne, mais elle ne pourra jamais entrer à l'OTAN. Je vous remercie. Merci.
Next is Mr. Bogdan Klich from Poland. Thank you. Do you Merci, chers collègues. Vous souvenez-vous, il y a 2 ans, lorsque nous avons décidé d'aider à l'unanimité, avec fermeté, la lutte de l'Ukraine. Nous continuons de le faire depuis lors. J'espère qu'à l'unanimité, nous encourageons l'Ukraine en tant que véritable cheville de cet effort. Je le répète, l'Ukraine ne peut pas perdre, sinon nous serions face à une guerre sur le territoire européen. Donc les Européens doivent comprendre que la lutte de l'Ukraine est notre lutte. Et l'élément essentiel, c'est un élément essentiel pour la sécurité globale. Et l'Europe doit mettre à disposition tout ce dont a besoin l'Ukraine pour lutter, et sur tous les fronts. Je le répète, tout ce qui est nécessaire, dont des missiles de longue portée et des munitions. Nous devons nous conformer à cet objectif. C'est le meilleur investissement en sécurité européenne. Et ne cédons pas au chantage russe, en ce compris le chantage nucléaire, car ce serait un signe de faiblesse. Les Européens doivent comprendre que si l'Ukraine échoue, eh bien, ce sont nos propres territoires qui seront en ligne de front, alors que maintenant, nous sommes derrière la ligne de front. Merci. Yes. Next is Mr. Titus Korlatian from Romania, please. Merci, chers collègues. Tout d'abord, je souhaite tout le succès possible à la présidence belge et nous accueillons la Suède dans la famille de l'OTAN. Je ne parlerai pas de ce que nous avons connu en Roumanie. Bien sûr, nous avons aidé l'Ukraine et la Moldavie. Et nous avons aussi à faire face à des défis sérieux pour ce qui est de l'agression russe, en ce compris qui vise directement le territoire roumain qui fait partie de l'OTAN. J'ai 2 points à évoquer importants pour l'Ukraine et pour nous-mêmes. D'abord, il faut être responsable du crime d'agression. Ça vaut pour tous les États membres de l'Union européenne. Il faut apporter des contributions, en ce compris juridiques, pour en arriver à une juridiction internationale pour sanctionner le délit d'agression, si nous voulons sanctionner l'impunité, si on veut en revenir au multilatéralisme, une société internationale qui fonctionne sur base du droit, et aussi souligner qu'il y a une responsabilité pour le crime d'agression. Un appel adressé aux parlements nationaux des pays membres de l'Union européenne qui sont également membres du Conseil d'Europe de finaliser la ratification de l'accord partiel et élargi qui avait établi au sein du Conseil d'Europe le registre des dédommagements qui découlent de la crime d'agression de la Fédération de Russie. Ce sera important pour le processus de reconstruction de l'Ukraine et pour nous tous. Merci. Thank you. I gladly pass the floor to Mr. Aron Emilsson from Sweden. Chair, and Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je tiens à vous remercier tous de votre aide ferme pour ce qui est de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Et je me fais l'écho de ce qu'a dit Richard Kohls pour la Lettonie. Il rend bien compte de la position nordique balte par rapport à la défaite de la Russie et l'aide militaire à l'Ukraine. Il est de notre intérêt à tous d'accélérer notre aide inébranlable à l'Ukraine, qui est véritablement sur la ligne de front par rapport à toutes les libertés et valeurs occidentales que nous défendons. Les principes et chiffres dans nos interventions doivent se transformer en action. Je vous en donne quelques exemples. Renforcer notre effort commun pour produire davantage de munitions et d'équipements militaires pour pouvoir aider l'Ukraine, mais aussi
à notre propre avantage et il faut regarnir nos stocks d'armement. Tous ceux qui peuvent le faire doivent contribuer à la défense aérienne de l'Ukraine. C'est essentiel. N'oublions pas ce qu'a dit Montgomery. Si on contrôle l'espace aérien, on contrôle bien les possibilités de gagner la guerre. Il faut aussi éviter tout contournement des sanctions en Russie où l'économie de guerre se porte bien. Et nous devons aussi augmenter nos budgets de la défense et investissements dans ce secteur. C'est essentiel pour le long terme. Et, bien entendu, il faut aussi faire comprendre à nos amis américains l'importance de ce sujet. Merci. Next. Beraya, our friends from Georgia. Thank you, Chief. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais réitérer notre soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et notre solidarité à ce pays qui se défend vis-à-vis d'un agresseur. Toute tentative de rectifier les frontières par la force est à condamner. Je vous rappelle l'agression de la Russie contre l'Ukraine en 2008 et l'échec de la communauté internationale à l'époque. En effet, 20% de mon pays continue d'être occupé par la Russie. Donc, il y a des morts qui tombent, des infractions aux droits de l'homme au quotidien. C'est dû à l'occupation russe. L'idée étant de construire une base navale sur notre côte menace la paix. Donc, bien sûr, la Russie doit quitter l'Ukraine, mais elle devrait quitter tout autant la Géorgie. Ce devrait être une priorité. Et sans cela, il n'y aura pas de sécurité en Europe. Donc, mais bien entendu, il faut renforcer notre défense et capacité de résister par rapport à tous les risques pesant sur la région de la mer Noire. Mon pays est un pays pacifique, démocratique et souhaitant rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Et nous voulons renforcer la paix et la sécurité dans la région et au-delà et coopérer étroitement avec l'Union européenne pour établir les priorités déjà connues. Bien sûr, passons la parole à Monsieur Radu Mavan, représentant moldave. Merci beaucoup de nous avoir conviés à cette conférence qui vient point nommer. Je me ferai l'écho des propos de ma collègue Ukraine. Toute aide que peut fournir l'Union européenne à l'Ukraine aide également la Moldavie. L'Ukraine nous protège d'un point de vue militaire, mais il faut savoir que la Moldavie fait l'objet de menaces hybrides de la part du Kremlin, de la propagande, la désinformation, des manifestations illégitimes se produisent. Et les électeurs ont fait l'objet d'une campagne de manipulation avec des milliards de roubles dépensés par le Kremlin, avec des rumeurs d'annexe, etc. Il s'agit donc d'un effort propagandiste pour créer la panique. Toutes ces rumeurs ne sont pas concrétisées. Nous prenons des mesures pour assurer la stabilité et la paix dans notre région et poursuivre le processus d'adhésion. Nous avons besoin de l'appui de l'Union européenne. Il en va de la sécurité de chacun, de la paix de chacun. Il y a cette facilité pour la paix qui renforce la résilience. Nous avons besoin de plus de sanctions contre ceux qui veulent déstabiliser notre démocratie. Nous avons besoin également d'aide dans les négociations d'adhésion. Toutes les mesures prises par l'Union européenne pour appuyer la démocratie moldave et son processus d'intégration européen aident également au soutien de l'Ukraine. Merci. Merci, Monsieur Christian Debring derrière de Norvège. Je prends la parole. Merci, Monsieur le Président.
La Russie endosse la pleine et entière responsabilité de cette situation la plus menaçante pour la sécurité et la liberté en Europe. Nous condamnons en des termes non fins cette agression. Négocier maintenant la paix avec cet agresseur n'est qu'une mesure à court terme, Monsieur le Président. L'Europe est en feu. Il est temps que nous réagissions. Par conséquent, j'encourage tous les pays présents dans la salle d'arrêter les transferts d'argent vers ces pays qui appuient la guerre russe de manière directe ou indirecte. Si nous ne défaisons pas la Russie, nous ne pourrons pas négocier. Les amis de mes amis sont mes amis et les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Petit rappel, Monsieur le Président de séance, il faut inclure les conséquences de la faiblesse de l'intelligence artificielle, mais renforcer donc une intelligence artificielle protégée dans notre arsenal de défense. Merci beaucoup. Monsieur Hulusi Raka de la Turquie prend maintenant la parole. Merci, Monsieur le Président de séance, rapido presto. Tout d'abord, j'aimerais souligner que la Turquie condamne l'agression russe en Ukraine et appuie fermement l'Ukraine dans sa lutte pour la restauration de sa souveraineté et la territoriale. Et cela, c'est une lutte qui est menée depuis 2014. La Turquie fut l'un des premiers pays pour légalement et officiellement déclarer réagir à la situation de guerre en fermant le détroit du Bosphore et en interdisant le passage aux navires russes. Nous avons appuyé les principes de paix du plan Zelensky et prêt à accueillir toute négociation de paix entre l'Ukraine et la Russie. La Turquie s'est engagée politiquement et diplomatiquement en facilitant des échanges directs concernant l'échange de prisonniers pour éviter toute escalade. Et nous avons appuyé également apporter une assistance forte à l'Ukraine. On va poursuivre dans cette voie pour, dans la mer de Balak, rester présent. Nous avons des accords avec la Roumanie, la Bulgarie pour l'établissement d'une task force conjointe pour, dans la mer Noire, faire un travail de déminage des eaux. Nous avons à cœur de mettre en place des conditions qui permettront le passage des navires marchands en toute sécurité dans la mer Noire. La facilité pour la paix en Union européenne devrait inclure les alliés de l'OTAN et le pays candidat qu'est la Turquie. Ce ne serait pas juste ni raisonnable d'exclure les pays candidats à l'adhésion et les alliés de l'OTAN, notamment donc la Turquie, de la possibilité de participer à cette facilité pour la paix en faveur de l'Ukraine. Marco Nicholson d'Estonie obtient maintenant la parole. Oui, la crise en Ukraine n'est pas un conflit territorial, ce n'est pas une tentative d'établir un équilibre régional géopolitique. La question est beaucoup plus fondamentale et va plus loin. Il en va des principes qui soutiennent le nouvel ordre international. Voici donc la citation de Vladimir Poutine, criminel de guerre. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Ivana dans ses remarques précédentes. Il s'agit d'une guerre qui se mène non seulement en Ukraine, mais qui nous concerne tous et toutes. La Russie, Poutine, considère que la Russie est en guerre avec l'Occident pour refaçonner l'ordre mondial. La semaine dernière, j'ai passé 3 jours sur la ligne de front et j'ai pu voir des visus la situation critique. Il y a un manque de munitions, d'armement. Si nous ne nous préparons pas à envoyer tout ce dont nous disposons pour le moment, nous pourrions être le témoin d'une dégradation de la situation en Ukraine, ce qui serait de mauvais augure non seulement pour les Ukrainiens, mais également pour l'ensemble d'entre nous. Il ne s'agit pas simplement d'établir à tout prix la paix, comme l'ont dit certains collègues aujourd'hui. Il faut d'abord, avant la paix, mettre un terme à la guerre. Il faut défaire la Russie, vaincre la Russie. Et pour cela, il faut mobiliser l'ensemble des possibilités dont nous disposons dans nos stocks et envoyer le tout à l'Ukraine sans tarder. Merci. Merci beaucoup.
Je cède la parole à Madame Sarah Dali d'Allemagne. Oui, je m'exprimerai en allemand. Bonjour. Les actions communes, quelles qu'elles soient, démarrent toujours par un bilan commun de la situation. Et les actions du Kremlin, lorsqu'elles se sont produites, n'ont pas eu comme réponse une prise de position commune. Et les Allemands n'ont pas cru les Polonais ou n'ont pas reconnu le sérieux de leur analyse. Aujourd'hui, tous azimuts, nous avons une position commune. Et pourtant, comme nous l'avons entendu aujourd'hui dans chacune de nos démocraties, il y a des voix qui veulent convaincre nos sociétés que ce conflit pourrait se résoudre par la seule voie diplomatique en laissant tomber l'Ukraine. Et ces voix discordantes dans nos pays, je le dirais sans embâche, sont sponsorisées en partie par Moscou. Ce sont des influences politiques qui s'exercent, mais quoi qu'il en soit, ces voix sapent nos intérêts en Europe et notre unité en Europe. Je lance donc un appel à l'ensemble des collègues, hommes et femmes, fervents défenseurs de la démocratie. Nous devons défendre l'Europe dans un conflit que nous aurons à mener. Soyons unis ensemble, restons focalisés sur ce qui nous unit le plus. Il faut rester focalisés, poursuivre l'effort dans l'unité. Merci. Oui, merci beaucoup, Monsieur Vasiletes Ksantis de Grèce. Merci, Monsieur le Président de séance, chers collègues. Quelques mots de complément pour répondre à Monsieur Gikas. La Grèce a appuyé l'établissement de la facilité pour l'Ukraine avec un budget total de 50 milliards d'euros pour la seule année 2023, enfin pour la période 2023-2027, afin de garantir à long terme et de manière prévisible le financement des besoins de l'Ukraine. Par ailleurs, la Grèce s'est jointe à la déclaration d'appui pour l'Ukraine des leaders du G7 en faveur donc d'un engagement sécuritaire pour apporter une aide militaire, une formation militaire à long terme pour les Ukrainiens. Les pilotes ukrainiens utilisent maintenant nos ressources F-16. Mais l'Ukraine a besoin de plus pour assurer sa liberté, pour restaurer sa liberté. Et la liberté de l'Ukraine, c'est également la liberté pour le reste du monde civilisé et démocratique. Je le rappelle. Enfin, je cède la parole à Monsieur David McAllister parce qu'il y a une question spécifique qui a été adressée au Parlement européen. Donc avant de céder la parole à Monsieur McAllister, Monsieur Davier Sakani de Lituanie va prendre la parole. Madame Davier Sakani va prendre la parole. Nous sommes trop lents, c'est une réalité. La réalité, c'est que la Russie se réadapte et réajuste ses forces militaires en dépit de ses pertes. Et les ressources humaines de la Russie augmentent. On en est à 460 000 forces en janvier 2024. En plus de cela, l'ajout d'un demi-million de soldats mobilisés est une réalité dans un avenir proche. Je vous rappelle que ce sont 30 millions d'hommes qui sont en réserve en Russie et pourraient faire une rotation de ces forces tous les 6 mois. La Russie bénéficie d'afflux financiers. C'est un demi-milliard qui sont empochés par la Russie chaque jour grâce à l'achat énergétique produit par la Chine. L'économie russe continue à grandir. Même les banques russes, leurs profits en 2023 ont augmenté de 60%. Tout cela, ce sont des réalités et la leçon est rude. Nous sommes trop lents. Nous n'avons pas encore trouvé la façon d'utiliser les 300 milliards d'avoirs russes gelés. La Russie est en mode d'économie de guerre et nous, on est toujours en mode de paix. La Russie est en guerre, vit en guerre, ne va pas s'arrêter là et nous sommes trop lents à passer à l'économie de guerre. Merci beaucoup. Une question spécifique vous avez été adressée, David. Je vous cède la parole.
Oui, merci Marc de me céder la parole. Notre collègue finlandais Jukka nous demandait une modification des statuts de la BEI. Je vais répondre en quelques mots à cette question. Conformément à l'article 308 de l'Union européenne, ce statut de la BEI peut être amendé par le Conseil à l'unanimation sur la base d'une procédure législative spécifique. L'initiative est donc dans le camp de la BEI et le Parlement européen sera consulté dans le cadre de cette procédure. Entre-temps, et c'est une bonne nouvelle, un appel à proposition a été lancé pour un amendement des statuts de la Banque européenne d'investissement. Dans le dernier rapport sur la mise en œuvre de la PSDC adopté la semaine dernière à Strasbourg, au paragraphe numéro 9, on peut lire que le Parlement européen appelle à une amélioration du financement de la défense pour modifier la politique de prêt de la BEI. Le Parlement européen appelle à un renforcement de l'industrie de la défense et de ses financements pour s'assurer que l'industrie de la défense européenne ait accès à des financements privés et publics de manière durable et fiable. Voici donc la position du Parlement européen. La Banque européenne d'investissement travaille, si je suis bien informée, sur une proposition qui sera remise dans un délai de 2 mois. Nadia Kovigne a déjà fait des remarques à ce propos. Donc le dossier est en cours. Merci d'avoir posé votre question. Merci beaucoup. Nous concluons notre débat sur ces mots en vous remerciant de la totalité de vos contributions. Et je vois émerger un consensus assez large en faveur de l'appui à l'Ukraine, mais je laisse le soin à notre invité de nous dire le mot de la fin sur ce débat. Ivana, à vous. Merci, chers collègues, de vos mots d'appui et de vos actions qui aident l'Ukraine. Quelques réflexions, peut-être. Aucune autre nation de par le monde n'appelle à la paix plus que l'Ukraine. Ce doit être compris. Nous ne voulons pas que la guerre perdure, mais c'est difficile d'entrer dans une quelconque négociation avec un interlocuteur qui vous nie votre l'existence, nie votre possibilité d'être citoyen de nationalité ukrainienne à un pays dont les frontières sont reconnues internationalement. Toute négociation diplomatique avec un criminel de guerre, un dictateur, un menteur qui veut totalement changer l'ordre fondé sur les règles relève de la gageure. Par conséquent, ce n'est qu'en faisant front commun, qu'en étant forts, que nous pourrons faire passer nos arguments à la Fédération de Russie. Ce n'est pas une guerre menée seulement par Poutine, c'est une guerre menée par l'ensemble de la Fédération de Russie. Ne vous méprenez pas. Nos faiblesses, nos hésitations, nos retards dans l'approvisionnement militaire à l'Ukraine, nos craintes, notre prudence, tout cela ne fait que renforcer la bête. Pour mettre un terme à cette guerre, il faut être résolu, comme le sont les braves forces ukrainiennes. Il faut être résolu, déterminé comme la société ukrainienne. Il faut nous assurer que l'ensemble de nos ressources sont mises en commun pour protéger une situation dont vous avez profité pendant des générations, pensant que c'était un acquis, mais ne vous méprenez pas. Si l'Ukraine tombe, il y aura d'autres victimes, d'autres assauts menés par la Fédération de Russie. J'aurais voulu vous parler plus. En 2014, et j'insiste, cela fait plus de 10 ans que la guerre fait rage, en 2014, nous étions un État non aligné, ne participant à aucun bloc, neutre. Cela n'a pas empêché Poutine de nous attaquer. Cela ne l'a pas empêché de mentir à la face du monde, prétendant qu'il voulait ralentir l'expansion de l'OTAN. Et il a tenté d'empêcher la Suède et la Finlande de rejoindre l'OTAN. Mais il n'a pas eu gain de cause. Aujourd'hui, l'OTAN est plus forte. Si
l'Ukraine veut gagner la guerre, il faut vaincre la Russie, rejoindre l'OTAN, rejoindre l'Union européenne. Et si cela n'est pas possible, l'Union ne pourra pas vivre en sécurité à long terme. La balle est dans votre camp. Le choix vous revient. Thank you, Ivana. Merci, Ivana. En guise de conclusion, je cède la parole à M. Copian. Merci beaucoup. J'ai écouté attentivement les échanges d'où émerge énormément d'appui pour l'Ukraine, me semble-t-il, où on a réitéré les efforts de l'Union européenne. Plaçons-nous d'un point de vue plus large, peut-être. Et force est de constater que d'un point de vue plus panoramique, nous sommes parvenus à apporter un appui économique efficace. Notre appui militaire s'avère moins efficace, même si les efforts se renforcent. En l'occurrence, le message qui ressort de cette conversation est qu'il faut garder le cap, redoubler d'efforts et accélérer notre action. C'est clair. Nombreux sont ceux qui pensent que l'Union européenne, sur la base de son mode de fonctionnement, de ses institutions, rencontre des difficultés à apporter sa contribution à ces efforts. Même si je ne nie pas que certaines prises de décision furent douloureuses, eh bien ces décisions, elles ont été prises, quoi qu'ardues, à point nommé. Il faut capitaliser sur cette capacité à prendre des décisions difficiles, mais à point nommé. Ivana, ne blâmez pas les institutions européennes, mais chacun a sa contribution à apporter. Nos parlements nationaux, régionaux, nous avons prouvé que nous pouvons relever ce défi par le passé. Il faut accélérer notre action et je pense que chacun a sa pierre à apporter à l'édifice ici dans la salle. Merci. Merci, mesdames et messieurs, chers amis. Ce fut un plaisir de présider cette session. Nous reprendrons les travaux dans très peu de temps avec une session dédiée au processus d'élargissement de l'Union européenne. Nous marquons maintenant